Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là en ce dernier atelier du système. Je suis ravi que vous soyez là et pas déjà parti boire des coups en Paris, ça fait plaisir. Donc, je m'appelle Nicolas, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Overtone. Je vais vous parler un petit peu de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la réappropriation de nouvelles technologies dans les musées, puisque c'est une partie, je vais essayer de vous parler, en fait, nous on est producteurs de contenu et d'interactifs multimédia dans des expositions, des créations de parcours, de visites pour les expositions dans les musées, mais expositions aussi dans tout un cadre d'autres contextes. Et ce sujet de la réappropriation des nouvelles technologies, c'est un sujet qui a un peu émergé petit à petit suite à une série de conversations, mais forcément avec toute une série d'intervenants, de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, des collègues, des partenaires, de pouvoir en fait au fur et à mesure de cette expérience qui, en ce qui nous concerne, dure depuis 7 ou 8 ans, une agence qu'on a fondée en 2015. Et donc, au fur et à mesure des années à avancer dans ce métier, dans cette passion de la création d'interactifs multimédia, des choses qui sont revenues, voilà, des retours qu'on a accumulés, qu'on a notés, des choses, une forme d'expérience qui s'est accumulée au fil du temps. Expérience qui est venue en prolongement aussi. Moi, j'ai une carrière d'avant Overtone. J'ai l'âge que j'ai, donc j'ai fait des choses avant. Et j'ai fait j'étais dans la recherche académique avant de lancer cette entreprise. Et déjà, à l'époque, on était dans toutes ces questions des technologies, merci, nos services, du patrimoine, matériel, immatériel, etc. Donc, c'est déjà une forme de questionnement, de recherche qui me préoccupe depuis pas mal d'années. C'est pour ça que j'aimerais bien juste ici, dans ce petit moment où on peut passer ensemble, déjà vous montrer un petit peu comment nous on approche les nouvelles technologies, ce qu'on en fait, mais surtout, ce que je vais essayer de faire, c'est d'offrir peut-être une grille de lecture, ou en tout cas de vous partager une expérience sur ces retours, ces questions, ces discussions passionnantes que j'ai pu avoir avec toute une série de gens dans ce métier, pour essayer peut-être, j'espère, si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous interroge, qui vous pose des questions, qui vous fait peur, peut-être, le numérique, les nouvelles technologies, etc., qu'on puisse au moins remettre un peu les choses à plat par rapport à ça et discuter ouvertement et pouvoir pour échanger. Je vais essayer de pas être trop long, ce n'est pas toujours évident pour moi, ça me passionne, j'ai tendance à m'emporter dans des discussions, mais je vais essayer de garder pas mal de temps peut-être à la fin justement pour qu'on puisse échanger et discuter, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Ouais. Okay. Donc on est aujourd'hui une équipe de 8 personnes, donc on est vraiment une équipe hybride entre des gens qui sont comme Joël, vous voyez ici, avec la petite fille et moi-même, on est tous les deux issus du monde comme je disais, de la recherche, donc en fait on est des techniques, parce qu'on peut appeler des technologues, des techniques, on est ingénieurs, on est passionnés par le potentiel de ce que peut représenter le numérique et les nouvelles technologies, et pourtant on a eu à cœur de créer une agence qui soit plutôt une agence créative, une agence portée sur le contenu, sur l'histoire. Donc l'équipe est hybride, il y a une partie des gens qui sont vraiment, bien sûr, focalisés sur la tech et le développement et sur la recherche de nouvelles choses au niveau technologique, mais l'autre moitié de l'équipe, c'est vraiment l'équipe de créateurs, scénographes, graphistes, créateurs de contenu. Parce qu'au final, c'est vraiment comme ça qu'on cherche à faire, c'est à créer des expériences qui soient intéressantes et captivantes pour les gens. Et donc c'est aussi dans cette espèce de relation entre le technique et le créatif que voilà, que ce débat science que je peux peut-être placer mon intervention, ma petite expérience dans le domaine. Voilà. Donc, il y a 1000 façons d'aborder ce sujet-là, celui des nouvelles technologies dans l'espace muséal. Moi, je vais prendre l'angle qui est celui qui m'anime et qui nous anime avec Overtone, qui est celui de la création d'interactivité. Donc, il y a toute une série de choses. Je ne suis pas expert pour en parler, je peux en discuter parce que je m'interroge sur beaucoup de choses et je me cultive, mais l'angle sur lequel je peux vraiment rentrer dans le détail, on peut vraiment essayer de discuter, c'est celui de l'interactivité, donc créer de l'action entre des visiteurs et des contenus et des espaces. Donc, faire interagir les gens avec les matières, avec les messages auxquels on s'intéresse. Et je vais tout d'abord vous passer au travers d'une série, je pense, de messages que nous on essaie de garder en tête quand on fait ce genre de projet, quand on
quand on réfléchit, parce que c'est tentant, je vous en reparlais tout à l'heure, on vit vraiment dans un monde très technologique aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça fait de l'actualité la une, tous les mois il y a quelque chose qui sort, une nouveauté, aujourd'hui c'est l'IA, il y a quelques années c'était autre chose, mais donc on est sans arrêt, l'actualité est sans arrêt occupée par la technologie comme vecteur, on dit voilà, on est dans un monde qui progresse, on est dans un monde avec de l'innovation, on fait beaucoup de choses, et donc c'est important pour une équipe créative, je pense, on a l'impression que c'est important pour une équipe créative, de se garder une série de messages en tête pour justement ne pas trop vite céder, surtout en tant qu'ingénieur, en tant que personne qui a passion pour la technologie au départ, d'arriver à se garder une série de mantras en tête quand on travaille dans la réalisation d'expériences immersives, interactives, pour ne pas se laisser trop vite séduire peut-être par ces nouvelles technologies et pouvoir en extraire le potentiel. Donc le premier, c'est bien évidemment que la technologie n'est pas une fin en soi, et ça paraît presque évident de le dire aujourd'hui, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens dans la salle aussi qui ont vécu cette expérience-là. On a quand même très vite, tout de suite, tendance, quand on discute, à mettre la technologie en premier quand on parle. Et voilà, est-ce que vous pouvez faire une expérience en VR? Est-ce que vous pouvez faire une expérience connectée? On va très vite arriver avec le médium comme étant l'élément d'innovation, l'élément qui a de la valeur. Et nous, on essaie de se forcer à imaginer que c'est un moyen, mais pas une fin. Mais c'est toujours bien. Moi, c'est ce que je dis quand on est sur le stand ici, qu'on discute, c'est on essaie de placer la discussion technologique presque la plus tard possible dans le débat, parce que volontairement, en disant, parlons d'abord du storytelling, parlons d'abord de l'histoire, c'est quoi l'expérience, c'est quoi les émotions qu'on cherche à faire passer, et ensuite, petit à petit, dans ce cheminement, c'est un peu comme si vous appliquiez un filtre à votre recherche, il y a certaines technos qui vont disparaître du champ de vision parce qu'elles sont plus pertinentes, c'est d'autres qui vont rester, et on va comme ça sélectionner petit à petit la solution technique qui est la plus appropriée en fait au cas qui nous occupe. Il y a presque une intention de placer la technologie dans un second temps dans la réflexion. Deuxième point, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce point-là à toutes ces innovations numériques? Parce qu'elles sont en général vecteurs d'émerveillement. Mais de nouveau, c'est toujours l'émerveillement qui doit venir en premier. On essaie de vraiment susciter l'émerveillement pour attirer l'attention. Et à ce titre, certaines technologies sont bien sûr intéressantes à exploiter. Moi, ce que j'essaie toujours de faire quand je suis dans une découverte, parce que partie du boulot dans Vorto et aussi celui de Joël, c'est de faire la veille. On cherche, on regarde ce qui existe, on regarde ce qui sort, on essaye des nouvelles choses. Pour l'instant, on est plein dans l'IA. On est à fond à essayer différents algorithmes, voir ce qu'ils peuvent apporter, etc. Mais de nouveau, la première question que je vais poser, c'est si je vois une démo, si je vois un démonstrateur, comme on dit dans le métier, qu'est-ce que ça m'éveille au niveau des émerveillements, au niveau de la curiosité, au niveau de l'attention? Est-ce que ça attire mon regard? Est-ce qu'il y a une émotion qui se déclenche vers ce démonstrateur? Et ensuite, ah oui, c'est de l'IA, ok, je comprends. Mais de nouveau, d'essayer de renverser la vapeur par rapport à ça. Je ne sais pas si je fais bien. Un élément que la technologie permet aussi, et que les technologies numériques permettent de mettre en avant, et qui de nouveau, il faut mieux penser d'abord à l'expérience avant de penser à la technologie qui vient s'y rapporter, c'est la notion de personnalisation et de s'adapter aux besoins des gens. Je pense que le numérique aujourd'hui est un milieu qui permet presque plus que tout autre de personnaliser les expériences. Quand je parle de personnaliser, c'est aussi jusque dans les parcours, on doit arriver à délivrer des contenus pour des publics différents en fonction de qui ils sont, toujours des jeunes publics et des publics plus âgés, etc., mais aussi peut-être de leur centre d'intérêt, etc. Il y a toute une série, il y a toute une mouvance autour de ces technologies numériques pour aller vers des expériences plus personnalisées qui s'adaptent mieux au contexte et aux besoins des visiteurs. Par exemple, nous, depuis quelques années, on travaille sur un sujet de fond pour essayer de customiser, personnaliser les parcours de visite en fonction parfois du type de groupe qui vient dans l'expo, de se dire on fait un parcours enfant, on fait un parcours adulte, on fait un parcours expert, on fait un parcours voilà, et avec la même scénographie, avec le même déploiement, on avait fait tout un travail de réflexion avec certaines boîtes de CNO à l'époque sur cette idée-là, avec tout un déploiement scénographique identique, de se dire comment est-ce qu'on peut personnaliser les expériences au travers des disciplines, au travers des éléments de retour qui viennent vers les gens, qui viennent vers les visiteurs, comment est-ce qu'on peut adapter au maximum et personnaliser les expériences de visite. Je ne peux pas trouver le... Voilà. Et surtout, ça c'est quelque chose que j'ai constaté au fil des années ici par les projets qu'on a pu développer. Là où je pense que les technologies d'interactivité sont les plus intéressantes, c'est pour transformer
peut-être quelque chose qui est parfois encore perçu comme de la diffusion de contenu. Voilà, on a un message à faire passer. On va utiliser des fenêtres pour faire passer ce message, on va pousser le message vers le visiteur, à travers l'écran, à travers l'immersion, à travers l'expérience. D'essayer, voilà, c'est un chiffre que j'ai pu opérer dans ma vision de ça ces dernières années, de dire, essayons de créer du dialogue, utilisons justement ce numérique et cette interactivité pour transformer du broadcast finalement en quelque chose qui est tourné vers le dialogue et le partage. Et aussi, c'est dans certains, j'en reparlerai dans quelques minutes, dans certains dispositifs qu'on a pu imaginer et fabriquer. Moi, je fais une petite parenthèse sur ce que je faisais avant de Farolortone, c'est que je travaillais dans la recherche de technologies d'interactivité, mais j'étais spécialisé dans le développement de nouveaux instruments de musique numérique. J'ai fait toute une première partie de ma carrière plutôt dans le monde du spectacle vivant, à essayer d'imaginer des nouveaux synthétiseurs, des nouveaux outils pour les musiciens. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand on fait ça longtemps, c'est qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est créer des espaces. J'ai appris à formuler comme ça au fil des années, on crée des traits d'union entre les différents moments de carrière. On crée en fait des espaces pour permettre aux gens de s'exprimer, voire même de créer aussi, de dire je viens à l'intérieur d'un dispositif, à l'intérieur d'un espace pour moi-même m'exprimer, créer, inventer des choses. Et donc finalement, on fabrique des outils pour que les gens puissent dialoguer, s'exprimer et créer. Et je pense que là, c'est vraiment de nouveau, toujours dans ce discours, de dire d'abord essayons de mettre ça en avant, d'abord essayons d'articuler cette idée-là dans les échanges autour des expériences des visiteurs, et ensuite, ça joue ce rôle de filtre. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette espèce de notion de partage et d'échange, comment on va le faire, ça c'est un peu le pourquoi, et puis comment on va le faire en utilisant peut-être tel type de technologie, en utilisant telle ou telle forme de médiation numérique. Désolé pour la petite danse à chaque fois. Et alors, oui, c'est bien un truc sur lequel on a atterri ces dernières années en se rendant compte de certaines choses. Puis, je poussais la chaise ici parce que c'est important de citer les gens avec qui on travaille. Voilà. Si on prend ce projet-ci, par exemple, qui est un projet au Musée de l'Homme, qu'on a réalisé avec Invention, Salon Muséo et la Fabrique créative de la CEDO. C'est un projet où on s'est beaucoup penché sur l'aspect tangible, ce qu'on appelle dans le jargon, on parle de tangible user interaction. Donc c'est en fait d'essayer de réutiliser, de réexploiter, peut-être de réinventer aussi cet espace numérique en se disant tiens, comment est-ce que le numérique, l'interactivité, comment est-ce que le médium digital peut nous permettre d'étendre un peu ce vocabulaire du monde des manifs, où on vient mettre les mains dedans. Comment est-ce qu'on peut parfois aussi découpler l'aspect mécanique et l'aspect digital pour créer en fait des expériences nouvelles. C'est quelque chose qui nous a fort intéressé, qui nous a dit tiens, c'est intéressant, on n'était pas du tout de ce vocabulaire et de ce monde de la manif. Je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je suis plutôt du monde logiciel au départ, c'est ça qui m'a occupé pendant pas mal d'années. Et puis tout d'un coup, se dire ok, l'objet physique, l'interaction physique, comment est-ce que ça peut conduire à des expériences qui restent au demeurant magiques, puisque en fait après ce qui se passe au niveau du média numérique pas forcément en lien direct. On utilise la technologie pour raconter une histoire différente et utiliser la manipulation physique pour raconter cette histoire. Ici, c'était un projet Musée de l'Homme qui l'expo s'appelait Dans ma peau. Et là, on était sur une salle où on a eu l'occasion de créer cette espèce de console très maniable, justement, pour nous pousser, tirer, souffler. Et ensuite, on avait sollicité la peau avec des stimuli, et puis on avait une grande fresque lumineuse qui a en fait intégré un modèle, développé un modèle relativement précis de la manière dont les fibres nerveuses à l'intérieur de votre peau réagissent à ces sollicitations. Donc, si vous pincez la peau, il y a toute une espèce de domino en cascade des choses qui se passent au niveau de vos fibres nerveuses. Et c'était important pour ce projet de pouvoir comprendre intuitivement, sans avoir de grandes explications textuelles, mais intuitivement, comme des flashs lumineux qui s'enchaînent, comment les différentes cellules nerveuses s'organisent pour chacun des stimuli. On avait également, je pense que je l'ai vu plus loin, on avait également un autre dispositif dans cette salle qu'on avait développé avec Oplicido, qui consistait à se retrouver plongé dans un laboratoire, un hôpital/laboratoire, qui cherchait à sauver quelqu'un qui avait été victime de brûlure.
Et là, on a utilisé, j'en parlais tout à l'heure quand je suis un peu focus sur le tactile, on a vraiment utilisé ce médium tactile non écran pour plonger encore plus les gens. Et donc, avec Opixidol, on avait créé une grande table ronde tactile et puis un écran derrière qui diffusait un contenu immersif. Et on a vraiment cherché au maximum à immerger les gens à l'intérieur de cette réalité de vivre dans une urgence, un laboratoire un hôpital qui doit sauver un patient. Et là, le fait de passer au-delà de l'écran, d'être dans un médium beaucoup plus tangible, beaucoup plus physique, et d'utiliser du coup ces technologies pour transformer en fait un objet en une surface de médiation, a vraiment contribué à rendre cet espace engageant pour les visiteurs. Et donc, c'est aussi prouvé que l'engagement physique, c'est tous les gens qui font des manifs vous diront, l'engagement physique aide vraiment à marquer davantage les esprits des gens. Dès qu'on commence à bouger, dès qu'on commence à attraper les choses, à les manipuler, on a un meilleur taux de rétention de l'information si on prend sous cet angle-là. Donc c'est important, je pense, de toujours chercher à... J'aime bien quand on essaie de faire des choses aux gens qui sont limite un peu destructives pour l'espace. Donc je vous montrerai tout à l'heure, on a fait faire des choses parfois dans des musées d'art. On est assez content d'avoir été jusque-là, parce que c'est vrai qu'on a fait bouger certaines lignes en termes de comment se comporter dans tel ou tel musée. Voilà, vous allez voir. Désolé, c'est quelque chose que je fais mal. Voilà. Donc je glisse un petit slide ici, parce que j'espère qu'on aura le temps d'en discuter par après. Je prends d'ailleurs ce titre, se réapproprier les nouvelles technologies dans le musée, ça fait partie chez moi. Je donne en format beaucoup plus long, une formation de 3 jours aussi. Et je commence toujours l'atelier par cette question de dire, bon, gardez dans un coin de votre tête, est-ce que dans la médiation numérique en général, que ce soit en tant que, je sais pas s'il y a des gens qui produisent ici, mais vraiment en tant que personnes qui sont de l'autre côté, et qui sont utilisateurs des nouvelles technologies, est-ce que vous avez, prenez les 15 prochaines minutes où je vais continuer à vous raconter un petit peu ce qu'on fait, prenez le temps de réfléchir à peut-être un coup de cœur, un coup de gueule, un truc qui vous a vraiment particulièrement touché, versus c'est un truc qui vous a vraiment particulièrement frustré. Je reviendrai sur ce slide à la fin et on pourra peut-être échanger là-dessus en mode catharsis aussi, de dire comment on pourrait faire les choses différemment. Voilà. Et donc, en attendant, ce que je vous propose, voilà, je vais faire un petit focus sur 2 grilles de lecture. Donc là, c'est juste de nouveau un mélange entre ce que j'ai pu faire avant dans ma carrière de chercheur et puis la manière dont on essaie de voir les choses ici dans Norton pour ces questions justement plus je dirais presque pas philosophiques, mais en tout cas plus sur l'intention et sur la manière de se comporter à l'égard de j'appelle ça le train d'innovation, le train des nouvelles technologies, comment pouvoir quelque part se réapproprier un peu ce sujet-là pour justement les gens qui sont dans la création d'expériences de visite dans le musée. C'est toujours ça qui nous intéresse ici. Donc 2 points que j'aimerais bien mettre en avant. Le premier, c'est j'ai déjà parlé de l'utilisation de la technologie non pas comme un moyen, et donc c'est voilà, ce que je trouve hyper important, c'est de pouvoir séparer la fin des moyens dans la manière de fonctionner. Donc, vous voyez, j'ai mis beaucoup de tics, du coup, je vais à chaque fois faire ma petite danse, mais je trouve ça hyper important de faire la différence entre ce qu'on appelle les technologies qui sont finalement une conséquence du travail collectif qu'on a à développer des nouveaux outils dans la société pour faire certaines choses. Donc c'est quelque chose finalement d'assez, moi qui viens de ce milieu-là, qui fait de la recherche là-dedans pendant des années, c'est pas très sexy avant quand on réfléchit, c'est des gens qui travaillent, qui essaient de incrémentalement faire avancer des algorithmes et des techniques petit à petit, puis il y a des choses qui avancent vite, des choses qui avancent moins vite. De ce que j'appelle la culture high-tech. Pour moi, la culture high-tech, c'est justement cette occupation médiatique aujourd'hui où on vous parle tous les 3 mois, c'est la disruption totale, on vient nous inventer un nouveau truc, ça va changer le monde, etc. On nous a déjà annoncé 15 fois que l'écriture c'était fini, on nous a annoncé 15 fois qu'avec l'IA, l'art c'était fini, etc. Donc on sent qu'il y a quelque chose dans l'ordre du spectaculaire autour de cette manière dont les médias occupent le terrain avec les innovations technologiques. Et moi, pourquoi je me mets ça? Parce que c'est vrai que c'est un retour que j'ai souvent quand je discute avec des musées, quand je discute avec d'autres prestataires, quand on discute avec des institutions. Souvent, les gens confondent, ils vont me parler de la culture high-tech pour me parler des technologies. Donc là, je voudrais un dispositif qui utilise l'IA. Comme si l'IA en tant que tel voulait dire quelque chose.
C'est vraiment un gros parapluie au-dessus de toute une série de techniques, de technologies justement, dans lesquelles on peut rentrer, on peut discuter machine learning, deep learning, etc. Mais si on dit, voilà, je vais faire un nouveau dispositif qui exploite l'IA, souvent, on se laisse un peu embarquer par cette culture high-tech. Et pourquoi c'est problématique? Pour dire, quelque part, on s'en fiche, c'est très bien, les médias font la couverture de l'innovation et autant rester informé. Mais en fait, c'est que vous allez voir, ça pose un problème en termes de sensation de réappropriation de ces nouvelles technologies. Deuxième point, je reviendrai sur ce que je viens de dire juste après. Deuxième point, c'est que la technologie n'est pas un genre. Ça, j'ai beaucoup entendu aussi cette question de est-ce que vous pouvez me faire un dispositif technologique? Est-ce que vous pouvez me faire un dispositif numérique? Un dispositif voilà. Et souvent, avec ça, il y a une espèce d'esthétique. J'imagine sur Fabrizio, on l'a tous un peu en tête de ce que c'est qu'un dispositif technologique, un dispositif numérique. Et je pense que ces dernières années, il y a énormément de producteurs de ces médias qui nous ont prouvé, j'espère qu'on fait un tout petit peu partie pour contribuer à ça, que le technologique n'a pas de genre intrinsèque, il n'y a pas un style technologique. C'est pas comme si on allait se mettre j'en parlais encore ce matin avec quelqu'un sur le stop. C'est pas comme si on allait vous faire atterrir un vaisseau de Star Trek au milieu de votre musée. Enfin, il y a quelque chose aujourd'hui de l'ordre de la réinterprétation, de la réappropriation de ce que ça veut dire que d'être numérique, technologique et interactif, qui va plus loin que ça. Mais il y a encore beaucoup de gens, quand on évoque cette question des arts numériques, par exemple, ou d'un dispositif technologique, qui vont avoir toute une série d'éléments stylistiques en tête, de ce que ça veut dire. Et donc, souvent, parfois, on a une réticence aussi qui se développe à cet égard. Je sais pas si c'est votre cas, je sais pas si vous avez déjà entendu des gens me dire ça. Mais non, mais moi, mon musée n'est pas adapté à la technologie parce que c'est un musée d'histoire, parce que c'est un musée de collection, parce que c'est un musée de la poterie, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'appréciation stylistique, l'appréciation esthétique de ce style techno ne correspond pas en termes de médiation. Et en fait, de nouveau, c'est parce qu'on est peut-être un peu bercé par cette culture high-tech de se dire non, je veux pas d'Elon Musk dans mon musée. Ben, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la technologie, si on l'enlève de cet aspect culturel, de culture high-tech, c'est juste un ensemble d'outils, et cet ensemble d'outils, on peut le mettre au service de n'importe quel type de contenu, y compris des contenus qui n'auraient pas cette espèce de patine high-tech. Donc, moi, j'ai beaucoup de conservateurs, beaucoup de gens du monde des musées qui, ça prend un certain temps d'accompagnement, de médiation pour faire vraiment un peu séparer ces deux notions, de dire, d'un côté, il y a tout ce truc un peu buzz autour de la technologie aujourd'hui, on a l'impression qu'on va tous aller sur Mars et vivre dans des petites bulles dans la vaisseau spatial. Et de l'autre côté, il y a vraiment l'ensemble des outils technologiques et numériques qui se développent et qui en fait se développent très doucement, contrairement à ce qu'on pense, vous allez voir. Et ces améliorations incrémentales qui, elles, peuvent donner lieu à des expériences extrêmement peu numériques ou technologiques dans le style si on y met les moyens créatifs un peu. La petite danse. Voilà. Et donc, du coup, ça nous amène à quoi? Le deuxième grille de lecture que je vous propose ici, c'est d'arriver à démystifier l'innovation. On est dans une culture de l'innovation, donc on a un peu l'impression que c'est un train à prendre, si j'arrive à... Voilà. On a un peu l'impression que c'est un train à prendre et qu'il faut le rattraper. J'ai eu ce retour énormément. De nouveau, si ça ne vous parle pas, vous pouvez lever la main en disant non, moi je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, je relate un ensemble de retours que j'ai pu avoir en discutant avec des lieux culturels, des musées, des institutions publiques, etc. Voilà, un immense train technologique qui avance à une vitesse folle. Et notre boulot en tant que société, que citoyen, c'est de courir très vite et d'essayer de le rattraper pour pouvoir justement en faire partie. Et en fait, ça fait partie des toutes premières choses que j'ai est-ce que dans l'Assemblée, vous pourriez me faire des estimations, des espèces de devinettes en termes de l'origine, de quand date la réalité virtuelle, à votre avis? Le roulement de tambour, avec la petite danse qui va avec. Voilà, les années 60, les années 50. De quand date l'intelligence artificielle? Quand je dis de quand date, c'est quelles sont vraiment les origines en termes de technologie, quoi. Les premières fois où on a vraiment créé, formalisé et ouais, voilà, années 40, années 50, exactement. De quand date Internet? Entendu les années
70. Oui, voilà. Ça, vous êtes balèze, c'est bien. De quand datent les hologrammes? 1920, qui dit mieux? Mon tambour. Du XVIe siècle. L'hologramme, ce qu'on appelle le paper ghost, vous irez voir sur Wikipédia. C'est une technique de lumière en fait qui existe depuis l'émergence du théâtre. Et donc c'est des techniques qui existent depuis très longtemps. Depuis quand date l'écran tactile? Qu'on a tous maintenant dans nos poches et dans tous les musées, partout. Une petite devinette, quelqu'un qui veut se lancer? Ok. Petite danse, hop. Les années 60 aussi. Donc, la plupart des technologies sont là depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. En fait, il y a même une loi qui établit cette règle, si j'arrive à la retrouver, ce qu'on appelle la loi du nez en français, la nose law, qui montre, et voilà, moi j'ai appris ça quand j'étais chercheur. Hein. C'est quelque chose quand on me l'a montré, j'ai halluciné parce que justement, j'ai décidé d'aller dans la science et dans la recherche parce que je voulais faire partie de ce train, quoi. Dans le truc où on court, hein, et en fait, la première chose qu'on m'a expliqué, ça a pris du temps, j'ai pris le temps de rencontrer quelqu'un qui m'a un peu mis ça sous le nez. Une loi qui est assez, il y a quelques lois qui sont assez standards dans le monde des technologies. Vous avez déjà sans doute entendu parler de la loi de Moore, qui est une loi de doubler le nombre de processeurs par centimètre carré tous les 18 mois, et qui se vérifie, qui continue de se vérifier. Mais il y a la loi du nez, qui est assez intéressante, qui montre qu'en fait, il y a déjà un profil en termes de technologie. Hein. Il y a technologies qui sont au stade de l'invention. Il y a cette espèce de long, ça s'appelle aussi dans la recherche, on appelle ça le profil hockey stick, donc le profil du stick de hockey, parce que c'est un peu sur la fin que ça se réveille. Donc on a l'invention, puis on a un raffinement, et puis tout à la fin, on a ce qu'on appelle la phase de traction. Et donc c'est-à-dire que voilà, on prend un exemple, par exemple, on dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, il y a eu les premiers essais, les premières recherches, puis petit à petit on a raffiné, puis à un moment donné, il y a un espèce de pick-up au niveau business et au niveau grand public qui fait que le truc s'emballe et que tout le monde en parle et que tout le monde connaît et on va avoir les premières sociétés qui en font vraiment des produits de grand public, quoi, que ce soit en B2B ou en B2C. Et ce qui a l'air de se révéler encore, malgré cette sensation d'accélération, ce qui a l'air de se révéler encore toujours vrai aujourd'hui, c'est que il y a 15 ou 20 ans à chaque fois entre le moment où les choses émergent et le moment où elles développent une traction, même encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis ces dates. L'intelligence artificielle, vous allez retrouver des références dans les années 60. Les écrans tactiles qui sont devenus hyper pervasifs aujourd'hui, c'est les premiers essais datent des années 60, 70, etc. Donc il y a toujours ce truc, parce qu'en fait c'est pas lié à la technique, c'est plutôt lié à l'humain, c'est plutôt lié à cette espèce d'organisation de la sérendipité qui fait que c'est jamais les personnes qui inventent qui sont les mêmes que celles qui raffinent, qui sont les mêmes que celles qui tirent. Et donc il faut toujours à un moment donné que les choses ricochent pendant 10, 15, 20 ans avant que ce truc devienne omniprésent dans le débat public. Donc voilà, c'est-à-dire que ça s'est vérifié avec pas mal de technos qui sont quand même très hot aujourd'hui, dont on parle beaucoup. La blockchain, c'est pareil. Enfin, voilà, tout ça garde un peu ces proportions-là. Et du coup, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, si vous retournez le graphique, quand on est du côté réflexion en termes de réappropriation et de potentiel, ça veut dire que 100% des technologies qui vont faire la disruption des expériences visiteurs de demain, mais quand je dis demain, c'est dans les quelques années qui viennent, sont déjà là depuis au moins 10 ou 15 ans. Donc ça offre une espèce de palier d'entrée quand vous voulez vous intéresser à cette problématique-là. On met un petit peu de côté l'espèce de buzz high-tech dont tout le monde parle, et on se dit qu'est-ce qui s'est installé depuis 15 ans dans nos vies et qu'on n'a pas encore vu, et qui va être le prochain élément. On va pouvoir vraiment faire confiance et vraiment faire de la créativité et de l'inventivité en termes d'expérience. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on a autour de nous depuis 15 ans qui finalement qui n'attend quoi? Qui n'attend en fait que des nouvelles idées en termes de pratique. C'est ça surtout que mon message, c'est que l'innovation technologique est lente, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Elle est très lente parce qu'elle nécessite des améliorations qui sont toujours très incrémentales. Je veux dire, l'écran tactile des années 80, c'est pas le même que les années 90, c'est pas le même que les années 2000, et puis ça s'est amélioré pour devenir finalement
capable de rentrer dans votre poche, etc. Mais ça s'est jamais fait du jour au lendemain. Apple a essayé de nous prétendre qu'ils avaient inventé l'écran tactile, c'est faux. Souvent, les sociétés, les grandes boîtes des GAFAM essayent de nous faire croire que c'est eux qui ont tout inventé, mais ils vont chercher des choses qui étaient juste en dessous du radar. Et donc, c'est plutôt d'arriver à changer son regard sur des choses qui existent déjà, plutôt que de chercher absolument les trucs qui sont en train de sortir et en train de beubler dans la recherche. Parce que, donc moi, j'ai fait pareil, je fais de la recherche pendant 15 ans, on a un département de valorisation de la recherche, etc. On a cette espèce de narrative de dire on va aller chercher des recherches qui viennent d'être faites, on va les catapulter dans l'espace public et ça va devenir des révolutions, oui, dans 15 ans. Et donc, c'est plutôt quand on est créateur, quand on est producteur d'expériences qui utilisent les nouvelles technologies, je trouve que le regard, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui est déjà ici, mais pour lequel j'ai juste besoin de changer mon point de vue et ma perspective. Et grosso modo, c'est ce que j'essaie de faire depuis 7 ou 8 ans avec Overtone, en se disant on n'a pas la taille, on est 7 ou 8 personnes, donc on n'a pas la taille d'avoir un département de R&D de 60 personnes. Donc on essaie de regarder des choses qui sont déjà autour de nous et de se dire qu'en tant que créateur, en tant qu'artiste, comment on peut les regarder sous un angle et un regard différent. Donc je vais essayer juste de vous balader dans 3 projets. Je vois que malheureusement, je vois que le temps passe, donc je voulais juste vous montrer quelques exemples. Mais non, la réalité augmentée, la réalité augmentée n'est pas une technologie. La réalité augmentée est une expérience. Et donc, quand on commence à réfléchir en termes d'augmentation de la réalité, on peut avoir plein d'autres idées que soit le casque, soit le smartphone. Il existe, vous l'avez déjà sans doute vu, mais il existe des tonnes d'applications de ce qu'on appelle la PAR, donc PAR, Projected AR, où on utilise les vidéoprojections pour créer une augmentation physique de l'espace qui se comporte exactement comme de la réalité augmentée. Donc nous, on fait pas mal ça parce que moi, je ne suis pas fan des casques, on peut en parler après. Il y a énormément d'inventivité dans l'immersion, ça ce n'est plus un débat à faire. On a énormément de nouvelles technologies qui sont de nouveau exploitées et réexploitées pour créer des espaces de plus en plus immersifs, de plus en plus intégratifs en termes de sensoriel et d'expérience. Il y a énormément de choses qui se passent dans la manipulation aussi, mais de nouveau, c'est des technologies qui existent déjà depuis. Ma collègue m'a demandé de changer la photo. J'avais mis une photo. Ça, c'est une photo d'un écran tactile qui peut accueillir des objets. Je crois que jusqu'à 48 objets différents. Alors qu'avant, on nous disait, ouais, avec 10 ou 15, c'était le maximum. Maintenant, ils commencent à faire exploser ces standards-là. Mais j'avais mis une vieille photo. J'avais mis un truc qui s'appelle la Reactable. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un instrument de musique qui a au moins 20 ans. Juste pour vous montrer qu'en fait, ça existait déjà il y a 20 ans. C'est juste, c'était pas la même technique, mais c'était la même idée de manipulation, de venir mettre ses mains dans le numérique directement. Il y a pas mal de choses de ce côté-là aussi. On vit dans un monde où la capture de mouvement est en train de prendre une place considérable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vrai qu'on a tous connu la Kinect, etc. Et on se dit, ouais, la Kinect, c'est fini, c'est mort. On a tous vu les expériences Kinect. Mais avec le push B2C de la réalité augmentée d'aujourd'hui, avec le fait qu'on a tous, ici, sur notre téléphone et dans nos maisons et dans nos voitures et dans nos trucs, des caméras de plus en plus intelligentes. Il y a un monde à l'intérieur de ça qu'on appelle la computer vision, donc la vision informatique, qui est en train d'exploser en termes de performance, qui fait que on peut, moi, un truc dont je rêve depuis des années est en train de devenir faisable, c'est-à-dire de vraiment avoir des pièces intelligentes, des salles intelligentes qui vous voient, qui vous reconnaissent, qui vous suivent. Alors ça fait un peu peur, parce que c'est un peu, il y a un peu ce côté aussi surveillance, mais sur le plan créatif, c'est-à-dire qu'on peut vraiment maintenant tout doucement commencer à faire confiance et envisager des pistes où vous êtes vraiment suivi de manière assez précise. J'ai quelques exemples. On a réalisé par exemple des dispositifs, j'en parlerai après, où vous pouvez vraiment vous déplacer presque centimètre près dans une pièce, et ça fait partie de la médiation. Vous pouvez vraiment reculer, avancer, vous allez voir. Donc le côté capture de mouvement, avec toutes ces nouvelles technologies de la réalité augmentée, devient assez fabuleux. Sur notre stand, par exemple, on a un petit comptoir où on prend des fiches, on les déplace, et simplement le fait de déplacer des fiches sur le comptoir, ça déclenche des contenus sur un écran. Ça peut se faire de 15 façons différentes, mais aujourd'hui, ça peut se faire aussi avec la capture de mouvement. La petite danse, ce sera la danse de fin de système. C'est moi ou je sais pas par où je dois regarder. Je vous remets qu'il y a un slide. Dernier exemple, j'ai presque pas besoin d'en parler, tout le monde parle que de ça. L'intelligence artificielle. On me posait la question tout à l'heure, c'est quoi l'intelligence artificielle? Les gens voulaient en savoir un peu plus. Ben, il y a toujours tout un tas d'exemples qui sont très connus de recommandations, de classification d'informations, mais l'exemple qui est vraiment en train de prendre beaucoup de place dans l'espace public, c'est bien celui qu'on appelle de la génération. Donc c'est ces nouveaux algorithmes qui sont capables de produire du contenu original.
Et je pense que là, on est vraiment en train de, on est sur le hockey stick dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment en train de dépasser, de monter, parce que c'est de nouveau plus un problème de réflexion par rapport à ce qu'on va pouvoir en faire. Les performances de ces choses-là, toutes les semaines augmentent, et c'est plus la question du point de vue des créateurs de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement, dans un contexte d'espace public, de médiation, exploiter ces techniques-là. Donc par exemple, là je vous donne un petit exemple qui a été fait par Florent, qui est un gars de chez nous, qui a travaillé chez Overtone pendant des années. Et vous voyez qu'avec une petite idée simple, ici, il a utilisé le côté tangible et physique de ce côté post-it, petit papier, on déplace. Il a créé ce dispositif, une machine à rêver en fait. On vient simplement déplacer des petits objets de couleur sur un stencil, et ensuite, l'IA vous propose des choses, vous dit, tiens, là je vois une maison, tiens, là je vois un portrait, etc. Et donc, ça permet vraiment, dans ce cas-ci, en tout cas, ça permet un petit peu de casser la frontière du tout au prompt, tout de ce genre de choses. On vient réintroduire du tangible, réintroduire du physique. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être vous parler vite fait de trois projets Overtone, justement. On est, depuis 2015-2016, moi, je suis un passionné du touch. Voilà. C'est peut-être plus très à la mode, mais il y a beaucoup de Magic Board partout maintenant. Mais j'ai toujours été un passionné du touch. Et on a commencé avec le touch. On a commencé avec cette idée de repousser un petit peu l'idée de toucher les choses. Et on continue à essayer de le faire. Et donc ça, c'est un projet déjà d'il y a quelques années qui a eu lieu au Musée Pincé en collaboration avec Pictido, où on a fabriqué cette espèce de table tangible, physique, avec la momie et les objets sur le côté, les canopes sur le côté, qui sont entièrement tactiles. Et donc ça a permis quoi? Ça a permis d'offrir un contenu de médiation immersif, parce qu'on est dans la pièce, on est dans la salle, il n'y a pas ce moment où on arrive devant un écran, on se dit ah, tiens, c'est un jeu, je vais pouvoir jouer sur mon écran. Tout est vraiment raccord et intégré au niveau de la scénographie. Puis ça permet aussi l'effet de surprise, malgré tout, pour ceux qui ont déjà vu ces dispositifs qu'on appelle les Magic Wall, Magic Board, etc., brisent un peu cette attente vis-à-vis de l'écran et permettent vraiment de développer une relation plus organique avec un objet physique. Et donc, dans ce cas-ci, la table d'embaumement et les canopes ont permis de vraiment faire avancer la médiation, qui était une médiation assez compliquée. Il fallait expliquer l'embaumement égyptien, c'est pas simple. Donc, il y a eu tout un travail justement avec Opixido de digestion et de vulgarisation de ce contenu pour en faire un contenu accessible aux plus jeunes, et ensuite vraiment de mise en scène sur cet objet. J'ai encore eu des infos il n'y a pas longtemps. Ça reste un dispositif qui plaît énormément aux visiteurs, parce que justement, c'est assez délicat de le montrer en vidéo, mais quand vous êtes en face, en tout cas celui-là ou un autre, quand on a cette espèce d'objet physique qui est rendu tactile, il y a vraiment ce côté magique même moi qui les fabrique, entre guillemets, c'est quelque chose qui m'émerveille encore. Donc cette sensation que l'objet, un, est tactile, deux, rayonne de la lumière, parce qu'on voit pas le projecteur au-dessus, les gens regardent pas, ils sont focalisés sur le contenu, donc ils se rendent pas compte que c'est une vidéoprojection mapping. On a vraiment l'impression qu'on a un meuble magique devant soi. Qu'est-ce que je ne fais pas bien avec cette télécommande? Voilà. Deuxième projet, je parlais de technologie, tout à l'heure de captation. Niki Saint-Phal, pour ceux qui connaissent, artiste qui au début de sa carrière a tiré au fusil dans des musées sur des tableaux et qui faisait exploser des pots de peinture à l'intérieur de ses œuvres, qui ensuite vont par exposer ses œuvres performatives. Je vous disais tout à l'heure qu'on a essayé de faire un peu bouger les lignes sur les musées d'art. On a recréé le stand de tir de Niki Saint-Phal pour une rétrospective Niki Saint-Phal. Et donc, je vous laisse imaginer cette salle de musée avec les œuvres exposées, etc. Son côté très galerie. Et puis, au fond de la salle, un stand de tir avec des toutes les 5 minutes, et puis des gens qui font la file et qui gueulent, qui sont super contents. Et voilà, il y avait un petit côté un peu iconoclaste. Et en tout cas, c'est un dispositif qui a très bien marché, parce que non pas parce qu'on voulait simplement faire les foufous et faire un truc différent, mais parce que si on analyse le propos de Niki Saint-Phal, elle voulait, à travers de ces œuvres-là et de ce travail performatif, questionner la violence des armes à feu. Et
en visite sur ce dispositif, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit oui. Moi aussi, j'ai essayé de toucher la petite voiture là, et quand on n'y arrive pas, on finit par devenir violent. On finit par avoir cette espèce de rage qui monte d'essayer de tirer avec. Donc il y avait vraiment un endroit dans ce projet où le médium et le message se sont vraiment retrouvés. Et je crois que ça n'aurait pas été possible avec un dispositif qui n'allait pas jusqu'au bout de cette idée de la médiation par le geste et par l'objet. Donc on a été ravis de voir que ça remplissait son rôle à cet endroit-là. Et le dernier dont je vais vous parler, si j'arrive cette fois-ci encore. Voilà. Projet qu'on a réalisé pour Beaux-Arts, donc Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Juste une petite histoire, vite fait. On a développé il y a quelques années une technologie qui permet de nouveau, c'est basé sur des technologies qui existent. On a rassemblé, on a amélioré, on a regroupé, on a adapté au monde du musée et de l'espace public. Mais en tout cas, cette technique, cette plateforme logicielle permet de créer des sols tactiles très très grands. Des dizaines de mètres carrés d'espace tactile qui sont capables de détecter vos positions de vos pieds au centimètre près. Donc il y a vraiment on a fait un step par rapport à des systèmes qui vous regardent du dessus, là, comme on voit aujourd'hui. Il y a vraiment la possibilité de toucher les choses avec ses pieds, etc. Et d'utiliser ce médium. Parfois, c'est pratique de pouvoir juste cliquer avec son pied sur quelque chose. Et donc, on a exploité ce projet-là pour un dispositif dans un musée de sciences qui était consacré au tableau périodique des éléments, Mendeleev. Donc, quelque chose où il fallait sauter sur des objets, puis le décomposer en atomes, etc. Et comprendre par ce biais-là comment fonctionnait la matière. Et puis, avec la même technique, on s'est rendu compte que cette précision dans le mouvement, dans le déplacement des pieds, amenait, moi quand j'ai testé dans un autre contexte, il y avait presque une sensualité de déplacement quand on bougeait. Le simple fait de faire un pas sur la droite ou un pas sur la gauche, comme ce système était très précis, on avait vraiment l'impression que le système vous suivait de manière très très sensuelle et très très précise. Et on a eu l'occasion pour Beaux-Arts justement de travailler sur tous les méga scans de Jan van Eyck, où ils nous ont demandé simplement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On a 23 œuvres scannées en 1200 dpi, on aimerait faire une expérience avec. Et on a proposé justement cette idée de pouvoir se balader et zoomer un peu comme si on était à Alice au Pays des Merveilles et rentrer dans le moindre petit détail de l'œuvre. Et en fait, on aurait pu le faire sur un écran tactile, on aurait pu le faire avec un dispositif de médiation plus classique. Mais je pense, outre la qualité des images, je ne sais pas si vous voyez ce truc, cet œil, il doit faire peut-être un demi-centimètre. Mais outre la qualité des images, l'expérience que j'en ai eue de le tester et puis de le voir testé par des centaines de milliers de personnes, c'est cette relation au corps très très forte avec l'œuvre. C'est à un moment donné, je veux aller un peu plus à droite, je fais à peine me pencher et on part sur la droite dans le tableau. Que s'il a fallu faire 3 grands pas ou s'il a fallu cliquer sur une flèche, on aurait peut-être perdu cette relation d'intimité avec le tableau. Donc une technique qui a été développée pour un musée de sciences, après avec un autre regard. Parce qu'en fait là le sol est tactile, mais tout le monde s'en fout. Il y a que l'image au mur qui est importante, mais c'est juste que quand les gens se déplacent très légèrement d'un côté de l'autre, ils naviguent dans le tableau en fait, et c'est ça qui a permis de créer cette sensation d'immersion et d'intimité. Je pense que je vais arrêter là parce que mon téléphone est tombé à plat, et du coup je pense que j'étais à peu près déjà au bout de mon temps. Mais je vous invite du coup, si vous avez réfléchi, je vais y arriver avec cette télécommande. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager pour les quelques minutes qui nous restent un coup de cœur ou un coup de gueule sur un dispositif de médiation numérique qui voudrait en parler. Sinon, bien sûr, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, mais voilà, il nous reste encore, je crois, 5 minutes pour discuter, donc c'est avec plaisir. Merci déjà pour votre attention, de toute façon. Si pas de questions, merci beaucoup, du coup, et bonne fin de journée à tous.